Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Quand et comment recharger une clim réversible? C'est une question que beaucoup se posent dès qu'un appareil refroidit moins bien, chauffe mal, consomme davantage ou commence à se comporter de manière étrange. Et justement, dans cette vidéo, je vais expliquer en détail à quel moment une recharge est réellement nécessaire, comment elle se fait correctement, pourquoi ce n'est pas un simple geste d'entretien et surtout quelles erreurs peuvent coûter très cher si on agit trop vite ou sans comprendre le fonctionnement du système. Si vous pensez qu'une clim réversible se recharge automatiquement, qu'il suffit d'ajouter un peu de gaz tous les 2 ans, ou qu'une baisse de performance signifie forcément un manque de fluide, restez bien jusqu'au bout, parce que la réalité est plus technique, plus nuancée, et parfois complètement différente de ce qu'on imagine au départ. Pour bien comprendre la question, je dois d'abord rappeler un point essentiel. Une clim réversible fonctionne grâce à un circuit frigorifique fermé. À l'intérieur de ce circuit, on trouve un fluide frigorigène qui circule entre l'unité intérieure, l'unité extérieure, le compresseur, le détendeur et les échangeurs. En mode froid, ce fluide capte la chaleur de l'air intérieur pour la rejeter dehors. En mode chauffage, c'est l'inverse. La machine va récupérer des calories à l'extérieur pour les restituer à l'intérieur. Ce principe de pompe à chaleur RR est très efficace, mais il repose sur une condition fondamentale. La quantité de fluide présente dans le circuit doit être précisément celle prévue par le fabricant. Trop peu et les performances chutent. Trop et le système peut être mis en contrainte jusqu'à endommager le compresseur. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un appoint banal comme on remplirait un réservoir de lave-glace. La première chose que je veux casser, c'est l'idée selon laquelle une clim réversible doit être rechargée régulièrement, de façon préventive, comme si le gaz se consommait avec le temps. En fonctionnement normal, le fluide frigorigène ne s'use pas et ne disparaît pas tout seul. S'il manque du fluide, c'est qu'il y a ou qu'il y a eu un problème. Dans la très grande majorité des cas, une recharge n'est pas une opération d'entretien périodique, c'est une intervention qui répond à une anomalie. Une installation en bon état peut fonctionner de nombreuses années sans recharge. Donc si quelqu'un vous dit qu'il faut recharger systématiquement tous les ans ou tous les 2 ans, il faut se méfier. Une telle affirmation n'a pas de sens sans diagnostic. Alors, quand faut-il envisager une recharge? Je dirais qu'il faut d'abord penser à une vérification sérieuse lorsqu'on constate des symptômes cohérents avec une sous-charge. Par exemple, la clim refroidit beaucoup moins qu'avant alors que les filtres sont propres et que les réglages sont corrects. En hiver, le mode chauffage devient poussif, l'air soufflé est moins chaud, ou la montée en température prend beaucoup plus de temps. On peut aussi remarquer des cycles anormaux, un appareil qui s'arrête et redémarre trop souvent, une unité extérieure qui givre de manière inhabituelle, des bruits différents ou encore une consommation électrique qui grimpe sans amélioration du confort. Dans certains cas, les tuyaux peuvent présenter des traces de givre ou de condensation anormale. Mais attention, aucun de ces signes ne permet à lui seul de conclure automatiquement à un manque de fluide. Un filtre encrassé, un échangeur sale, un ventilateur défaillant, une sonde qui mesure mal, une vanne défectueuse, une température extérieure extrême ou un mauvais dimensionnement de l'installation peuvent produire des symptômes proches. C'est justement là que beaucoup se trompent. Ils voient une baisse de rendement et pensent immédiatement recharge. Or, une clim réversible mal entretenue peut perdre en efficacité sans avoir perdu une seule goutte de fluide. Si les filtres de l'unité intérieure sont saturés de poussière, le débit d'air baisse, l'échange thermique se fait mal, et l'appareil peut donner l'impression d'être à bout de souffle. Si l'échangeur extérieur est encrassé par des feuilles, de la pollution ou du gras, la machine travaille dans de mauvaises conditions. Si le ventilateur extérieur tourne mal, si le condenseur est sale, si la température de consigne est mal choisie, si le local a changé d'usage ou si des apports de chaleur supplémentaires sont apparus, on peut croire à tort qu'il manque du gaz. Avant de parler recharge, il faut donc raisonner méthodiquement.
Quand je dis qu'il faut vérifier, cela signifie en pratique qu'un professionnel qualifié va contrôler l'état général de l'installation, mesurer les pressions, les températures, les surchauffes et les sous-refroidissements selon le type de machine et de fluide, observer les conditions de fonctionnement, comparer les valeurs aux données constructeurs et rechercher d'éventuels indices de fuite. Sur les installations récentes, il peut aussi lire les codes défauts, les paramètres internes, la fréquence du compresseur et d'autres informations via l'électronique de commande. C'est cet ensemble de données qui permet de dire si la charge est correcte, insuffisante ou excessive. Recharger sans ces vérifications, c'est intervenir à l'aveugle. Il faut aussi bien comprendre un point réglementaire et technique très important. La manipulation des fluides frigorigènes ne doit pas être improvisée. Selon les pays et la réglementation en vigueur, l'intervention sur le circuit frigorifique est encadrée, notamment parce que ces fluides ont un impact environnemental et parce qu'une mauvaise manipulation peut être dangereuse pour l'équipement comme pour l'intervenant. Une clim réversible n'est pas un appareil que l'on ouvre comme un simple électroménager. Le circuit est étanche, sous pression, avec des composants sensibles, et la charge en fluide doit être rigoureusement maîtrisée. En clair, si une recharge est réellement nécessaire, elle doit être effectuée avec le bon matériel et par une personne compétente. Maintenant, parlons de la vraie question. Comment recharger correctement une clim réversible? La bonne méthode ne consiste jamais à rajouter du fluide au hasard, parce que la machine semble moins performante. Une recharge sérieuse commence d'abord par l'identification du fluide utilisé. Il peut s'agir par exemple de R410A sur des installations plus anciennes ou de R32 sur beaucoup de modèles plus récents. On ne mélange jamais les fluides, on n'utilise jamais un fluide différent de celui prévu par le fabricant et on ne se fie pas à l'apparence de la machine pour deviner. L'information se trouve sur la plaque signalétique. Ensuite, il faut déterminer pourquoi la charge n'est plus bonne. S'il y a une fuite, le simple fait de remettre du fluide sans traiter la cause revient à repousser le problème de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais certainement pas à le résoudre durablement. La recherche de fuite est donc une étape centrale, et c'est probablement l'aspect le plus sous-estimé par le grand public. Une clim qui a perdu du fluide a souvent une fuite, même petite. Cette fuite peut se situer sur un raccord flair, sur une brasure, sur un échangeur, sur une vanne de service, sur un obus de valve, voire à l'intérieur de l'unité. Le professionnel peut utiliser plusieurs méthodes pour la localiser. Contrôle visuel à la recherche de traces d'huile, détecteur électronique de fuite, mousse ou liquide détecteur sur les raccords, mise sous pression à l'azote, voire combinaison de plusieurs techniques. Pourquoi des traces d'huile? Parce que le fluide frigorigène circule avec de l'huile frigorifique et lorsqu'il y a une fuite, un dépôt huileux peut apparaître près de la zone concernée. Ce n'est pas toujours visible, mais quand c'est le cas, c'est un indice précieux. Si une fuite est trouvée, la priorité n'est pas la recharge, c'est la réparation. Cela peut impliquer le resserrage ou la réfection d'un raccord, le remplacement d'un joint adapté, une reprise de brasure, le changement d'une vanne, d'un échangeur ou d'un composant plus important. Une fois la réparation effectuée, on ne remet pas immédiatement du fluide, comme si de rien n'était. Le circuit doit être contrôlé en étanchéité, souvent mis sous pression avec un gaz adapté pour vérifier qu'il tient correctement. Ensuite vient une étape capitale, le tirage au vide. Cette phase consiste à utiliser une pompe à vide pour retirer l'air, l'humidité et les gaz non condensables présents dans le circuit. C'est indispensable parce qu'un circuit contaminé par l'humidité ou par de l'air fonctionne mal, peut créer des acides, détériorer l'huile, perturber les pressions et réduire fortement la durée de vie du compresseur. Le tirage au vide n'est pas une formalité. Il doit être fait correctement avec des outils adaptés et idéalement contrôlé pour s'assurer que le vide tient, ce qui donne aussi des indications sur l'étanchéité et sur l'absence d'humidité résiduelle importante. C'est une des raisons pour lesquelles une recharge sérieuse prend du temps. Lorsqu'on voit une intervention expédiée en quelques minutes avec une simple bouteille branchée à la va-vite, il faut se poser des questions. Une fois que le circuit est réparé, étanche et mis sous vide, la recharge proprement dite peut commencer. Et là encore, la précision est essentielle.
Selon les cas, la charge est réalisée au poids, en se référant à la quantité indiquée par le fabricant et en tenant compte éventuellement de la longueur réelle des liaisons frigorifiques si une charge complémentaire est prévue au-delà d'une certaine distance standard. Cela signifie qu'on utilise une balance frigorifique pour introduire la bonne quantité de fluide. Sur certaines interventions spécifiques, les contrôles de pression, de température, de surchauffe ou de sous-refroidissement permettent d'ajuster et de valider le bon fonctionnement. Mais sur beaucoup de systèmes modernes, surtout avec des charges définies par le constructeur, la référence de base reste la quantité exacte. Une sous-charge peut faire tourner le compresseur dans de mauvaises conditions, réduire la capacité thermique et provoquer du givre. Une surcharge peut augmenter les pressions, dégrader le rendement et risquer des avaries mécaniques. Dans les deux cas, la machine souffre et la facture énergétique peut monter. Je veux insister sur un autre point très important. Il existe une différence entre un simple appoint et une recharge complète après récupération et remise à la charge correcte, mais cette distinction ne doit pas faire oublier l'essentiel. Si la charge n'est plus conforme, il faut comprendre pourquoi. Dans certains cas très particuliers, un appoint peut être techniquement envisagé, mais en pratique, surtout si l'origine de la perte n'est pas parfaitement maîtrisée, on privilégie souvent une démarche plus rigoureuse avec réparation, mise en conformité du circuit et recharge correcte. De plus, certains fluides se gèrent avec des précautions particulières, notamment quand il s'agit de mélanges dont la composition peut se modifier en cas de fuite partielle. Ce n'est donc pas juste une question de remettre ce qui manque en volume apparent. Beaucoup de gens demandent aussi à quelle fréquence il faut contrôler la clim réversible pour éviter d'en arriver là. Ma réponse est simple. Même si une recharge n'est pas un entretien périodique, l'entretien de l'appareil, lui, est essentiel. Nettoyer régulièrement les filtres, surveiller l'état des unités, faire vérifier la machine selon l'usage et les obligations éventuelles. Contrôler l'écoulement des condensats, écouter les bruits inhabituels, observer une baisse de performance au bon moment. Tout cela permet de détecter un problème plus tôt. Une clim qui fonctionne longtemps avec une charge insuffisante peut user prématurément son compresseur. Et là, on ne parle plus d'une simple intervention de maintenance, mais d'une réparation potentiellement très coûteuse. Il faut également parler des conséquences d'un manque de fluide sur le confort et sur la consommation. Quand la charge est trop faible, l'échange thermique ne se fait plus dans des conditions optimales. La machine met plus de temps à atteindre la consigne, parfois sans jamais y parvenir vraiment. Elle peut tourner plus longtemps, plus souvent, et donc consommer davantage pour un résultat médiocre. En été, on a une sensation de fraîcheur insuffisante, parfois avec un air soufflé moins froid, mais plus continu. En hiver, on peut avoir l'impression que la clim souffle tiède au lieu de chaud, surtout lors des cycles qui devraient être efficaces. Cela pousse parfois l'utilisateur à baisser davantage la consigne en été ou à l'augmenter en hiver, ce qui aggrave encore l'inconfort et la dépense énergétique. À l'inverse, je dois préciser qu'une machine qui semble mal chauffée en hiver n'est pas forcément en panne ou en manque de fluide. Une clim réversible fait régulièrement des cycles de dégivrage lorsque les conditions extérieures l'exigent, et pendant ces phases, le comportement de l'appareil change temporairement. Le ventilateur intérieur peut ralentir ou s'arrêter, l'air soufflé peut devenir moins chaud pendant quelques minutes, et l'unité extérieure peut produire de la vapeur. Beaucoup d'utilisateurs s'inquiètent à ce moment-là alors que c'est normal. En revanche, si ces phénomènes deviennent trop fréquents, trop longs ou s'accompagnent d'une vraie baisse durable de performance, alors oui, un contrôle s'impose. Je vais maintenant répondre à une question très concrète. Peut-on recharger soi-même une clim réversible? En pratique, ce n'est pas une bonne idée, et souvent, ce n'est pas légalement autorisé sans qualification adaptée. Il ne suffit pas d'avoir une bouteille et un manomètre. Il faut connaître le fluide, comprendre le comportement thermodynamique de l'installation, savoir interpréter les mesures, éviter l'introduction d'air et d'humidité, disposer d'une station de récupération si nécessaire, faire un tirage au vide correct, contrôler l'étanchéité et respecter les quantités au gramme près. Une erreur de manipulation peut non seulement dégrader l'appareil, mais aussi entraîner des risques de projection, de brûlure par le froid ou de fonctionnement dangereux. Sans parler de l'impact environnemental en cas de dégazage incontrôlé.
Vouloir économiser sur l'intervention peut au final coûter beaucoup plus cher. Il y a aussi un mythe tenace selon lequel si la clim souffle encore un peu froid ou un peu chaud, alors ce n'est pas grave et on peut attendre longtemps avant d'agir. Je pense au contraire qu'il vaut mieux intervenir dès les premiers signes anormaux. Une petite fuite peut devenir plus importante. Une machine qui manque légèrement de fluide au début peut continuer à fonctionner, mais dans de mauvaises conditions, et ce fonctionnement dégradé fatigue le compresseur. Plus on attend, plus le risque d'une panne lourde augmente. Donc si vous observez une baisse nette de performance par rapport au comportement habituel, alors que l'entretien de base a été fait, il ne faut pas se contenter d'espérer que cela revienne tout seul. Parlons aussi du coût, parce que c'est souvent ce qui motive les décisions. Le prix d'une intervention dépend de plusieurs éléments. Le type de fluide, l'accessibilité de l'installation, le temps passé au diagnostic, la recherche de fuite, la réparation éventuelle, le tirage au vide, la quantité de fluide à remettre et la complexité globale de la machine. C'est pour ça qu'il est très difficile de donner un tarif universel sans voir l'installation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une recharge seule, sans diagnostic ni recherche de cause, peut sembler moins chère sur le moment, mais elle est souvent économiquement absurde si la fuite n'est pas traitée. Vous payez une première fois, puis à nouveau quand le problème revient, et parfois une troisième fois lorsque le compresseur finit par souffrir. Je veux aussi attirer l'attention sur les signes qui doivent vous pousser à demander une intervention sérieuse, plutôt qu'un simple entretien classique. Si vous voyez du givre sur les liaisons ou sur l'unité intérieure hors conditions normales, si l'appareil met anormalement longtemps à produire du froid ou du chaud, si l'unité extérieure tourne de façon inhabituelle, si des codes erreurs apparaissent, si la consommation augmente alors que le confort baisse, ou si une odeur inhabituelle s'ajoute à une baisse de performance, il faut faire vérifier. Les odeurs seules proviennent souvent d'un manque de nettoyage, mais combinées à d'autres symptômes, elles peuvent révéler un problème plus global de fonctionnement. Un autre point important concerne les installations neuves ou relativement récentes. Si une clim réversible de quelques mois ou de quelques années a déjà besoin d'être rechargée, cela n'est pas normal. Il faut penser à un défaut d'étanchéité, à un problème de mise en service initial, à un raccord mal réalisé ou à un incident sur le circuit. Dans ce cas, l'intervention doit être d'autant plus rigoureuse, car il ne s'agit pas de compenser une usure naturelle du gaz, puisque cette usure n'existe pas dans un circuit fermé étanche. Une installation correctement posée et correctement mise en service ne devrait pas perdre son fluide de cette manière. Je voudrais aussi expliquer pourquoi la charge exacte est si sensible sur les systèmes invertés modernes. Ces appareils adaptent en permanence la puissance du compresseur et les débits selon la demande. Ils sont conçus pour fonctionner dans des plages très précises. Une dérive de charge, même modérée, peut perturber l'équilibre global du système, surtout en conditions extrêmes de température extérieure. On a parfois l'impression qu'une machine inverter compense tout, mais en réalité, si la charge n'est pas bonne, l'électronique tente de maintenir le service avec des ajustements qui peuvent masquer un temps le problème sans le résoudre. Le résultat, c'est une baisse de rendement, une usure accrue et parfois des défauts intermittents difficiles à comprendre pour l'utilisateur. Il est également utile de distinguer la sensation ressentie du diagnostic technique réel. Par exemple, en mode chauffage, l'air soufflé d'une clim réversible est généralement moins brûlant que celui d'un radiateur électrique soufflant, mais il chauffe l'espace de manière efficace et économique. Certaines personnes pensent à un manque de gaz simplement parce que l'air ne leur paraît pas très chaud au niveau de la main, alors que la pièce atteint bien la consigne. Le bon indicateur n'est pas seulement la sensation à la sortie de l'unité intérieure, mais la capacité réelle de l'appareil à stabiliser la température, la durée des cycles, la régularité du fonctionnement et l'évolution de la consommation. Si je devais résumer la bonne logique à suivre, je dirais qu'il faut d'abord observer les symptômes, ensuite éliminer les causes simples comme l'encrassement ou un mauvais réglage, puis faire réaliser un diagnostic complet avant toute recharge. Si une perte de fluide est confirmée, la fuite doit être recherchée et réparée.
Après cela, on contrôle l'étanchéité. On fait le vide, puis on recharge avec le fluide exact et la quantité exacte selon les préconisations constructeurs. C'est cette chaîne complète qui garantit un résultat durable. Tout le reste, ce sont souvent des raccourcis qui finissent mal. Enfin, je voudrais insister sur l'intérêt de la prévention intelligente. Une clim réversible est un équipement performant, mais elle demande un minimum de suivi. Plus vous nettoyez les filtres, plus vous gardez l'unité extérieure dégagée, plus vous faites attention aux signes anormaux, et plus vous avez de chances d'éviter qu'un petit problème ne devienne une grosse panne. Et surtout, il faut garder en tête cette idée simple. On ne recharge pas une clim parce que c'est la saison. On recharge une clim seulement lorsqu'un diagnostic montre que la charge n'est plus correcte, après avoir compris et traité la cause. C'est sans doute le message le plus important de cette vidéo, parce qu'il permet d'éviter à la fois les fausses interventions, les dépenses inutiles et les pannes sérieuses. Si votre clim réversible ne fonctionne plus comme avant, la bonne question n'est donc pas seulement faut-il recharger, mais pourquoi les performances ont-elles changé et comment remettre l'installation dans son état normal sans bricolage ni approximation. Une recharge bien faite peut redonner à l'appareil toute son efficacité, mais uniquement si elle s'inscrit dans une intervention complète et méthodique. En revanche, une recharge faite trop vite, sans recherche de fuite, sans contrôle d'étanchéité, sans tirage au vide et sans pesée précise, peut donner l'illusion d'une réparation alors qu'elle prépare la panne suivante. Et quand on connaît le prix d'un compresseur, on comprend vite qu'il vaut mieux faire les choses correctement dès la première fois.